Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter en fait un petit, je veux dire, j'allais dire un petit truc, mais non, ce n'est pas un petit truc. En fait, c'est le Black Sword Hack Ultimate Chaos Edition. Avouez que déjà le titre, ça roxe du poney, hein. Alors, on est face, alors le Black Sword Hack, en fait, on est face à, vous voyez, un petit opuscule, hein, c'est vraiment, vous voyez, avec la taille de ma main à côté, c'est quand même assez petit, une centaine de pages. Comme ça, quand on le prend en main, on se dit, il n'y a pas grand-chose là-dedans, et en fait, quand on l'ouvre, on s'aperçoit d'un truc, c'est qu'il y a certainement eu un sort dimensionnel qui a été jeté dessus, car le contenu est beaucoup plus important que le contenant. C'est assez incroyable. Je vous assure qu'on trouve énormément de choses dans un si petit bouquin. Donc le Black Sword Hack, en fait, c'est un jeu d'Alexandre Kobayashi, hein, avec ses comparses, les Merry Mushman. C'est un jeu qui a été édité en version anglaise, hein. Il n'existe pas de version française. Par contre, l'anglais utilisé est vraiment accessible, hein. Il ne faut pas que ça soit vraiment un frein là-dessus. J'insiste, car ce n'est vraiment pas un problème. Et nous avons un illustrateur que je trouve, alors je ne sais, je n'ai pas retenu son nom, il faut que je vais le retrouver, qui nous a fait des trucs quand même assez fantastiques sur cet ouvrage. L'illustrateur, oh, je le retrouve plus. Il est où, 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 il est où. Par Goran Gligovic. Voilà. Alors, je ne connaissais pas du tout cet illustrateur, mais franchement, comme je vais un peu vous montrer très rapidement la maquette, parce qu'on est sur une maquette quand même très lisible, hein, alors que le bouquin est assez petit, c'est très lisible, les illustrations sont bien senties, et nous emmène dans le thème. Alors le thème justement c'est quoi? En fait le thème, le Black Sword Hack, est là pour nous emmener dans des mondes de dark fantasy, de sword and sorcery, dans des mondes inspirés par Moorcock, inspirés par Poul Anderson, inspirés par d'autres auteurs effectivement de sword et de dark fantasy. Et je trouve que justement, il atteint parfaitement son but, comme vous allez pouvoir le voir. Alors, c'est pas le seul hein, sur le marché. Il se rapproche un peu de Warplant dans certaines approches, mais surtout, en fait, il va nous emmener dans des mondes, et je dis des mondes parce que, comme vous le verrez, le jeu nous propose en fait non pas un monde, mais de créer le vôtre avec un tas de tables, avec un tas de trucs. Et franchement, moi je trouve ça hyper inspirant. Vous allez voir, c'est génial. Bon, donc du coup, on va quand même survoler la maquette ensemble, et puis après, on va rentrer dans le détail. Alors, la maquette, alors, vous voyez, donc, comme vous montrez, hein, c'est quand même, c'est pas très gros hein, comme bouquin, même au niveau de l'épaisseur, hein, c'est une centaine de pages. Oui, une centaine de pages, et vous voyez que c'est quand même, il y a quand même des illustrations qui sont vraiment très chouettes, j'aime beaucoup, hein. Ça, c'est vraiment de l'inspiration Dark Fantasy dans le plus pur style classique, on va dire. Et voilà, donc la maquette, elle est comme ceci, vous voyez, à chaque fois sur deux colonnes, hein, les paragraphes sont relativement bien espacés, bien traités. Nous avons vraiment et c'est très clair, hein, moi j'aime beaucoup ces dessins, j'aime beaucoup ces illustrations, hein, nous en avons quelques-unes là. Voilà. Donc en fait, la maquette, elle est parfaitement lisible, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc on est face à un petit bouquin quand même où on a vraiment beaucoup de choses. Vous allez voir. Donc voilà pour la maquette. Je ne vais pas aller plus loin, hein, quelques illustrations. Regardez, ça c'est vraiment magnifique. Euh, voilà. Donc franchement à ce niveau-là, pas grand-chose à dire. C'est du tout bon. Alors que joue-t-on? Alors on va jouer des destructeurs de monde, des faiseurs de rois, même ou alors des aventuriers juste là pour s'enrichir ou simplement pour survivre, hein. Mais comme je le disais, vous n'allez pas être engoncé dans un setting imposé. En fait, le jeu va vous permettre de créer votre propre monde et c'est vraiment la direction prise par là. Alors, vous allez voir, il y a un tas de tables assez. Le jeu est basé sur l'imagination, vraiment l'imagination, la technique, elle est mise vraiment de côté,
parce qu'avec simplement avec quelques phrases, vous allez voir, on va définir votre personnage, vous allez tout de suite pouvoir, ça va déclencher la machine à imagination. C'est vraiment très bien fait, moi en tout cas. J'ai beaucoup aimé à la lecture. Alors les personnages en eux-mêmes. Alors les personnages en eux-mêmes, pour les créer, c'est relatif. On va commencer par les personnages. Ce sera plus simple. Hein, je vous expliquerai le système un peu après. Voilà, vous avez la feuille de personnage qui se trouve ici. Comme vous voyez, elle est relativement minimaliste, car le jeu là, possède des règles simples. Alors simple ne veut pas dire simpliste. Hein, simple dans leur approche pour laisser la belle part à la narration, à l'aventure et à l'histoire. Donc en fait, on se retrouve avec vous avez 6 caractéristiques, vous allez voir rien de neuf sous le soleil, hein. Vous avez la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Chaque caractéristique va de 8 à 13, donc là c'est un peu différent de ce qu'on peut le trouver sur un système D20 classique, hein, de 8 à 13 en tout cas à la création. Et 10 étant la moyenne. Et en gros, pour la technique, sur la technique pour, on va dire, des caractéristiques chiffrées de votre personnage, en gros, c'est tout. Le reste, c'est l'imagination. Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de ce chose dans le chose-là. Tout va être fait sur ces 6 caractéristiques et uniquement sur ces 6 caractéristiques. Voilà, donc là, on se retrouve effectivement avec... avec un système simple, mais vous allez voir comment on enrichit ça avec quelques touches quand même qui sont vraiment très chouettes. Alors, on va commencer par quoi? Je reprends mes loucaves. On commence par l'origine de votre personnage. Alors, l'origine de votre personnage, il y en a 3 possibles. C'est des 3 grandes origines, hein, on va dire. Hein, c'est 3 grands... À chaque fois, c'est un groupe hein, pour... faut que je retrouve, on va retrouver, ça c'est le combat, je vous en parlerai après. Voilà, la création des personnages. Donc les origines, elles sont là. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'origine barbare, l'origine civilisée et l'origine décadent. Alors, vous avez une table où il va falloir lancer un des 20, hein, vous voyez, vous avez une table sur chaque origine, et là, ça va vous donner, en commençant par cette phrase, votre personnage est né, et vous lancez un des 20. Et là, vous avez des trucs quand même qui sont assez chouettes. Hein. Est né, je ne sais pas, pour le barbare, par exemple, dans la hutte d'un druide banni, ou alors au milieu d'une clairière dont des druides ont considéré votre naissance comme étant un mauvais présage. Pour les origines civilisées, alors là, par contre, vous avez autre chose. Par exemple, vous avez dans la rue, alors que votre famille était en train de fuir des forces révolutionnaires. Vous avez quoi, je ne sais pas, voilà, au milieu d'un camp de mercenaires, à bord d'un bateau qui essayait de trouver une nouvelle route maritime. Donc, vous voyez, c'est un peu le truc pour les origines civilisées. Et pour les origines décadentes, alors il y en a une que j'aime beaucoup, c'est dans une nécropole où vous avez été élevé par des fantômes. Mais bam, alors là, ça, je trouve ça génial. Tout de suite, une fois que vous avez cette origine, déjà, vous commencez à voir un peu, à se profiler, sortir un peu du brouillard votre personnage et avancer vers vous. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et c'est que de l'imagination, car il n'y a pas un brin de technique là-dedans. Une fois que vous avez déterminé son origine, là, on arrive à un peu plus dans un truc classique, c'est-à-dire vous allez choisir son background. Alors, vous allez choisir 2 backgrounds. Le premier lié à votre origine et le deuxième as you want, comme vous voulez, comme dans l'origine, comme le premier, ou alors dans n'importe quelle origine. Donc 2 backgrounds. Alors les backgrounds, c'est pareil. Ce sont des grandes orientations. Hein. Alors c'est un peu plus classique. Hein. Là, on va du berserker en passant par le chaman, en allant jusqu'au diplomate et éventuellement par le combattant de fosse. Et ça, à chaque fois, en fait, ça va vous donner un bonus sur une de vos caractéristiques. Hein. Par exemple, je sais pas, moi, le chef de clan va vous donner plus en force. Et ça va vous donner on va dire une compétence particulière, hein, qui va du coup un peu modifier la règle de base, qui vous verrez est relativement simple. Mais là, grâce à ces backgrounds, vous allez un peu modifier la règle. Genre, par exemple, vous pouvez utiliser la force à la place du charisme quand vous essayez d'intimider quelqu'un. Ça, c'est pour le chef de clan.
Pour d'autres, c'est autre chose, hein. Pour les diplomates, vous connaissez 2 langages supplémentaires. Vous pouvez vous faire comprendre par n'importe qui. Et, euh, et vous pouvez commencer, en fait, à parler. euh, if, if all you do is talk, you can act first at the beginning. Voilà. C'est-à-dire, si vous commencez à parler dans un combat, si vous ne faites que parler, en fait, vous allez pouvoir parler avant tout le monde. Donc ça, c'est juste des petits trucs. Et ça aussi, vous voyez, c'est pas des choses grandiloquentes, c'est pas des trucs spectaculaires, mais c'est quelque chose qui va déterminer votre personnage. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on va déterminer les points de vie. Les points de vie, en gros, c'est votre constitution. Le Doom, je vous le dirai après, vous avez un D6, mais je vous dirai ce que c'est le Doom après. On va déterminer ses armes et son équipement de départ, et votre personnage est terminé. Vous voyez, en gros, vous avez tiré sur une table des origines, vous avez tiré les caractéristiques et vous avez choisi 2 backgrounds, et à partir de là, votre personnage est terminé. Voilà, c'est tout. C'est clair. Par contre, là, c'est vraiment... je dis, à la lecture, c'est vachement inspirant. Moi, je trouve vachement inspirant. Votre personnage, vous allez le définir dans votre imagination et non pas par des chiffres sur une feuille de personnage. Alors, au niveau du système, alors le système est très simple. Le système est basé sur un D20. Hein, c'est relativement clair. Vous faites un jet, tous les jets sont faits sous une caractéristique, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc en fait, c'est simple, vous lancez un D20. Vous faites en dessous de votre caractéristique, c'est réussi. Vous faites au-dessus, c'est raté, ou réussi, mais avec des conséquences à la discrétion du maître de jeu. Si vous faites 1, c'est un critique. Si vous faites 20, c'est un fumble. On va me dire, ouais. Alors, il y a des petites nuances quand même qui apportent quand même leur lot très intéressant dans le système. C'est-à-dire quand vous avez n'importe quelle action, alors, ça peut être du combat, mais ça peut être aussi essayer de charmer quelqu'un. Ça peut être aussi essayer de négocier. Donc, dès que vous interagissez avec un personnage non-joueur, si ce personnage non-joueur est supérieur à votre niveau, à votre D20, vous allez ajouter la différence de niveau que vous avez avec ce PNJ. Admettons que vous êtes niveau 1, vous essayez de négocier avec je ne sais pas quoi, un noble, un roi, que sais-je, qui est niveau 4, par exemple. Donc vous êtes niveau 1 et niveau 4, donc la différence est de 3. Donc pour toute action que vous avez avec ce noble, quand vous lancez votre D20, vous ajoutez la différence de niveau, donc vous faites plus 3 à votre dé. Et je rappelle qu'il faut, pour réussir une action, faire inférieur à une de ces caractéristiques. Donc, mécaniquement, plus le niveau de la cible est élevé, plus c'est difficile on dirait entre guillemets, le vaincre sur une action. Alors, c'est pas forcément au combat, mais ça s'applique aussi au combat. Et mine de rien, ce petit truc, en fait, c'est vachement élégant. Il n'y a pas besoin de table, il n'y a pas besoin de trucs comme ça, il n'y a pas besoin de battre une défense, vous avez tout sur votre feuille. Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le maître de jeu ne lance quasiment jamais les dés, voire même jamais les dés dans ce jeu. Ce sera toujours les joueurs qui vont lancer les dés. Alors, on a d'autres notions auxquelles je voulais venir. On a un système d'avantages. Avantages, désavantages. Alors là, on est un peu en terrain connu, hein, c'est un peu c'est ce qui est fait dans des D5, mais pas uniquement sur votre D20. Hein, ça peut être utilisé sur n'importe quel jet de dés. Donc même des dés de dégâts, vous pouvez avoir des effets de dégâts avantagés ou désavantagés. Donc là, c'est classique, hein, vous lancez un autre dé avec le même nombre de faces. Si c'est avantagé, vous prenez le meilleur, en tout cas vous prenez celui qui vous arrange, et l'inverse, voilà, vous prenez le plus défavorable des deux. Et ça, bon, ça c'est du classique, on ne va pas s'étendre là-dessus. Alors ensuite, le jeu prend aussi les dés d'usage. Alors les dés d'usage, c'est une notion c'est Eric Neodan, je crois, qui est aussi, fait partie aussi du projet du Black Hack, du Black Sword Hack. Ça a dû apparaître dans Macchiato Monster, si je ne me trompe pas. C'est le dé d'usage, c'est-à-dire vous allez, ça met en place la chaîne de dés. Alors la chaîne de dés, c'est comme un DCC pour ceux qui connaissent, sauf avec moins de dés, on n'a que les dés classiques. Donc
Quand vous lancez un dé, on va dire un dé d'usage, et que vous faites un ou deux, vous dégradez le dé. Donc si vous lancez un dé 20, que vous faites un dé ou deux, la prochaine fois que vous faites un dé d'usage, enfin, que vous faites le dé d'usage sur cette ressource, car un dé d'usage est associé à une ressource, bah vous allez lancer un dé 12. Si vous faites un dé 2, après vous allez lancer un dé 10. Si vous faites entre 1 et 2, après vous allez lancer un dé 8, un dé 6, enfin un D4, et quand il ne reste plus que le D4 et que vous faites un ou deux, bah, la ressource est épuisée. Alors, il est bien précisé que dans les règles, dans d'autres jeux, donc je pense que c'est vraiment par rapport à My Kato Monster qui utilisait ce système d'une manière, comment dire, quasi systématique sur à peu près toutes les ressources, genre les flèches, les torches, la nourriture, etc. Là, ici, non, c'est bien précisé, on n'est pas là pour compter les flèches, on n'est pas là pour savoir ce qu'il y a dans votre sac à dos, on est là pour la grande aventure, on est là pour quelque chose vraiment de plus grand, quoi. Donc l'usage, ça va pouvoir être même là, par contre, avec des interactions, avec des, je ne sais pas, vous avez sauvé la vie d'un roi, le roi en question vous doit des services, vous allez pouvoir aller le voir, aller voir des services, le maître de jeu va dire, bah voilà, les services du roi en question, c'est un dé d'usage, c'est, je ne sais pas, c'est un dé 6 par exemple d'usage, et donc à chaque fois que vous allez le voir, que vous allez demander son aide, que vous allez lui demander quelque chose, donc il va accepter, lancer un dé, enfin, vous allez lancer un dé d'usage, sur un ou deux, vous allez le dégrader, et quand vous allez arriver au D4 et que vous faites un dé ou deux, bah en fait, on va dire que le roi, pour une raison ou une autre, ou il a payé, ou il estime qu'il ne vous doit plus rien, ou autre chose au gré du MJ, eh ben, on va dire cet usage est terminé et vous n'aurez plus accès à ces avantages. Mais là, effectivement, c'est bien précisé dans le jeu qu'on est là pour faire du, le dé d'usage n'est pas là pour compter des torches. Le dé d'usage est là pour vraiment plus de l'interaction, plus de choses peut-être un peu plus grandes. Voilà, ça c'est pour le dé d'usage. Vous verrez, on l'utilise dans le Doom, mais on y viendra après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, qu'est-ce que je dis? On n'est pas là pour faire l'épicier, c'est ça, j'ai pris quelques notes hein, quand même. Pas mal de notes en fait, mine de rien, sur un si petit jeu. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Eh bien justement, on va arriver au Doom, et ça, c'est une notion importante dans le jeu. Donc le Doom. Le Doom, donc le destin, si vous voulez, ou la manière dont les dieux de la loi et du chaos jouent avec vous, est représenté par un dé d'usage. C'est une ressource. Le destin, le Doom, est une ressource dans ce jeu. Vous commencez avec, quand vous créez pour votre personnage, avec un dé d'usage, comme je viens de l'expliquer, et votre dé d'usage pour le Doom, c'est un D6. Et vous allez, c'est ce qui va vous permettre éventuellement de faire des choses extraordinaires, mais aussi ce qui va peut-être vous lâcher au moment critique, on va dire. Alors, donc c'est un dé d'usage comme je l'ai expliqué. Quand est-ce qu'on lance un jet de Doom? On le lance quand on fait dans un round 2 fois la même action. Ça, on verra au combat. On le lance aussi quand on va faire un échec critique sur un jet de caractéristiques. On le lance aussi des fois quand il y a des dons, parce que là, mais là, je vous viendrai après, parce que les dons viennent avec l'expérience, c'est des dons de la loi, du chaos ou de la balance, qui vont peut-être vous demander, quand vous utilisez ce don, d'utiliser un dé d'usage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par contre, il y a aussi le fait que les joueurs puissent appeler au destin, appeler au Dieu pour réussir leurs actions, alors que ça soit n'importe laquelle. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez lancer votre D20 pour faire votre test de caractéristiques, hein, comme je l'ai déjà expliqué. En plus, vous allez lancer votre jet de Doom. Bah là, vous voyez, par exemple, voilà, c'est la catastrophe, parce qu'en fait, ah non, non, bah, je fais 4, dans ce cas, non, c'est même pas la catastrophe, en fait. Voilà, donc le jet de Doom, on le soustrait au résultat. Donc là, j'ai fait 4, j'ai fait 1 sur le jet de Doom, je passe à 3. Alors là, j'allais vous dire, c'est la catastrophe parce que j'ai fait 1 et le dé va être dégradé. Mais en fait, quand vous appelez effectivement vous-même et que vous souhaitez lancer le dé de Doom avec un jet de caractéristiques, dans ce cas-là, le résultat du dé, on s'en fout, le dé de Doom est automatiquement dégradé. Alors vous allez me dire, quand on arrive au D4, qui est ici, et que vous dégradez une dernière fois le D4 sur votre jet de Doom, alors là, bah, vous êtes maudit. Ça veut dire que tous les jets de dés,
tous seront faits avec des avantages, mais pas uniquement les tests de carac, hein. Également les dégâts infligés. Tous vos jets de dés sont infligés avec un désavantage. Alors, vous verrez, en fait, il faut se reposer pour que tout revienne à la normale. J'en parlerai un peu dans le recovery parce que c'est un peu différent et un peu plus difficile que dans d'autres jeux, par exemple. Donc ça, c'était le jet de Doom et c'est ce qui va, c'est un peu l'interaction avec les dieux et ce qui va vous rendre plus fort ou moins fort. Voilà, ça c'était pour la ressource, le Doom. Alors, je vais continuer avec le système. Je vais parler du combat. Vous allez voir, bon, c'est relativement simple aussi, hein. Enfin, c'est pas relativement simple, c'est simple. Le combat, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, uniquement les joueurs lancent les dés. Le maître de jeu ne lance jamais les dés. Donc, c'est simple. Dans un round, vous pouvez faire deux actions. Attaquer, bouger, utiliser un objet, lancer un sort. Vous voyez un peu le topo. Si vous utilisez deux fois la même action, dans ce cas, vous lancez un jet de Doom, comme je viens de l'expliquer. Mais ça veut dire que vous pouvez faire deux attaques, bouger deux fois, utiliser deux fois un objet, et si vous utilisez, comme je le répète, deux fois la même action, vous lancez un jet de Doom. Si vous vous déplacez et attaquez, il n'y a aucun souci, vous ne lancez pas de jet de Doom. Voilà, donc ça c'est le grand principe en fait sur comment s'organisent les actions dans un round. Alors, pour faire une attaque, si vous attaquez au contact, vous faites un test sur votre force. Donc vous avez 12 de force, vous touchez à 12 ou moins. Vous ratez à 13 ou plus. Ça, c'est pour l'attaque au contact. L'attaque à distance, la même chose. Mais la caractéristique engagée, cette fois-ci, c'est la dextérité. Ça, c'est pour l'attaque. Les dégâts, vous êtes tous des guerriers, on va dire, aguerris. Et toutes les armes, tout, fait un des 6 de dégâts. Point. Terminé. On s'en fout du reste. Il n'y a pas de dégâts par arme, il n'y a pas de... Alors, pour ceux qui sont étonnés, je précise que dans les premières règles de Donjons et Dragons, c'était déjà le cas, toutes les armes faisaient le même dégât. Alors là, c'est un peu modulé quand même, genre les armes à deux mains, votre jet de dégâts, c'est toujours un D6, mais c'est avec un dé d'avantage. Donc vous allez lancer 2 D6 et prendre le meilleur. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. Maintenant, quand c'est au tour de vos adversaires à attaquer, ils ne lancent pas de dés, vous allez lancer des dés pour éviter leurs coups. Donc si c'est au contact, alors c'est pareil, je crois que si c'est au contact, parer, c'est sous un jet de force, et esquiver, c'est un jet de dextérité. Alors n'oubliez pas qu'à tous ces jets de dés, si votre adversaire est supérieur en niveau à vous, et donc est plus fort que vous, dans ce cas-là, vous ajoutez la différence de niveau à votre D20, et effectivement, par exemple, pardon, admettons que vous ayez 10 de force, et que vous affrontez vous êtes niveau 1, vous affrontez un garde ou n'importe quelle créature, je ne sais, sortie des sombres mares putréfiées du marais. La créature en face de vous est niveau 3, donc en fait, normalement, donc vous allez lancer un des 20, vous êtes niveau 1, elle est niveau 3, vous allez ajouter 2 à votre jet de dés. Bon, là, je fais 6, je touche. 6 et 2, 8, je continue à toucher. Mais si j'avais fait 9 au dé, par exemple, 9 au dé, j'aurais touché une créature tout à fait du même niveau que moi. Mais si elle a 2 niveaux d'écart, je ne la touche plus. Et voilà, c'est simple, ça s'arrête là, c'est terminé. On a fait le tour, en gros, des règles de combat. Alors non, pas tout à fait, parce qu'il y a un petit truc, c'est-à-dire vous pouvez choisir d'appliquer un effet à votre attaque. Vous devez le dire avant de lancer le dé. Et dans ce cas-là, je crois que, excusez-moi, je vérifie pour pas raconter de conneries. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, donc vous pouvez par exemple dire j'attaque, mais je désarme mon adversaire, j'attaque, je casse son arme, etc. Vous inventez en gros ce que vous voulez. Enfin bon, je le fous au sol. Bon, il y a des exemples qui sont mis dedans. Mais par contre, quand vous faites une attaque et que vous voulez appliquer un effet, vous lancez le jet de Doom. Alors, le jet de Doom, là, ne va pas s'additionner ou se soustraire à votre dé, ça va être simplement votre ressource de destin, en fait, qui risque de s'épuiser au fur et à mesure que vous faites des trucs un peu spéciaux, un peu héroïques, on va dire. Voilà. Et que les dieux vous regardent avec gourmandise, on va dire. Alors, en gros, le combat... c'est tout. Vous voyez, c'est relativement simple.
Alors après, je vais vous parler un peu de la vie et de la mort, c'est-à-dire quand vous avez arrivé à 0 point de vie, vous n'êtes pas mort, vous êtes hors de combat, vous êtes inconscient, vous êtes au sol, vous êtes en train de gémir, enfin ce que vous voulez. Et une fois que le combat est terminé dans sa globalité, vous allez lancer un D6 sur la table Helpless. Et en gros, si vous faites 6, vous êtes mort. Dans tout le reste des cas, vous êtes vivant. Vous allez regagner un D4 de points de vie, mais vous allez peut-être pouvoir avoir un objet brisé, un objet qui disparaît. Vous allez pouvoir être blessé et subir un des désavantages en fait sur les attributs pour tout le reste de la session. Voilà. Donc sur 6, vous êtes mort. Le destin a frappé. Dans un autre cas, vous êtes vivant, mais avec éventuellement un malus. Alors, si vous faites un ou des, vous êtes vivant et tout va bien. Vous avez été en gros assommé, si on peut aller par. Alors, les points de vie, ça implique aussi de pouvoir les récupérer. Alors, comment on les récupère? C'est simple, on a un système que les amateurs de donjons reconnaîtront. On a le repos court et le repos long. En gros, le repos court, c'est 1 heure et vous allez regagner la moitié de votre constitution au point de vie. Et le repos long, vous allez regagner tout au point de vie et également remettre à toc votre dé de Doom et perdre les désavantages si en fait vous aviez été maudit, comme je l'ai expliqué précédemment. Mais attention, là, il est hors de question de faire un feu de camp au milieu d'un bois et de chanter des chansons scouts. Non, parce que là, on est dans un environnement, dangereux. On ne peut pas. Il faut être dans un environnement safe, comme une auberge, une ville ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, au milieu de la nature, où vous avez, alors, pas que le fait que vous soyez attaqué, simplement que vous ayez la possibilité de l'être, dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un repos long. Donc, hors de question d'aller se reposer autour d'un feu de camp au milieu d'une grotte ou au milieu d'un bois. Donc non. Voilà, il faut vraiment avoir un endroit safe, libre de toute attaque possible, toute nuisance possible pour pouvoir affecter un repos long. Donc ce qui est beaucoup plus restrictif par rapport à, comme je disais, ce qui est fait dans Donjon par exemple. Alors, qu'allons-nous trouver dans le Black Sword Hack en plus de ce que je viens de vous dire? Parce que bon, là, voilà, on a terminé en gros les combats, toute la technique, on n'en parle plus. Donc là, on va arriver à ce qui est proposé ici, c'est ce qu'on appelle les sombres pactes. Alors, les sombres pactes, on va vous présenter différentes, on va dire, ouais, magie, mais c'est pas que ça. Hein, vous allez, tout ce qu'on a dans les codes de la Dark Fantasy, hein, vous allez voir très vite, vous avez les pactes avec les démons, vous avez les alliances avec les esprits, vous avez la sorcellerie, vous avez également donc les liens avec les fées, vous allez avoir la science un peu torturée, si je pourrais le dire par là. Hein. Et vous avez en fait les armes uniques que tout le monde verra à quoi on fait référence au niveau de la Dark Fantasy. Donc en fait, ce sont plutôt des propositions de règles à développer, mais comme je disais, qui sont simplement là pour stimuler votre imaginaire, pour que le maître de jeu va pouvoir raconter des histoires avec ça. Alors par contre, il est hors de question de mettre tout ça dans votre monde en même temps. Ça va faire un gloubi-boulga infect. Il va falloir en choisir un ou deux. Je ne sais pas, par exemple, les armes runiques associées à la sorcellerie, mais vous n'allez pas mettre la sorcellerie, parce que la sorcellerie, donc on a quand même... donc la sorcellerie, c'est des sorts. Les pactes démoniaques, c'est des pactes avec des démons. Fred, t'enfonces des portes ouvertes. Et à chaque fois, donc vous voyez, c'est sur 2 pages, c'est très succinct, hein, mais vous n'allez pas pouvoir mettre tout ça dans votre monde, ça va ressembler à rien sinon. Et pour vous montrer que c'est fait pour stimuler votre imaginaire, alors par exemple, vous allez lancer sur chaque... Vous trouvez une arme runique, par exemple, vous avez des tables pour la créer. Donc ça va être, je sais pas, un marteau de guerre de la lumière éternelle, par exemple. Hein. Vous lancez un des 12 sur chaque table et ça va vous donner déjà le nom. Ça va vous dire... on va vous dire, voilà, les armes runiques, ils infligent des dégâts égaux à l'attribut de votre porteur, du porteur. Alors, inutile de dire que là, c'est très fort, hein, parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'était un D6, les dégâts, mais là, ça ne va pas être un D6, ça va être votre caractéristique.
et ça va donner également la personnalité de l'arme. Et on va dire de quoi elle est faite, quand un ennemi est tué, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que cette arme peut être trouvée, parce que c'est des armes légendaires, hein, forcément. Tout le monde ne manie pas Stormbringer ou Mournblade comme ça en l'ayant trouvé dans un coffre gardé par deux paysans. Vous voyez, simplement là-dessus, la règle de l'épée runique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement infliger des dégâts. Ça, c'est le truc technique. Mais avec toute l'étape qui est à côté, euh, c'est là que ça va se développer. C'est là que ça va faire démarrer, effectivement, votre imaginaire. Donc voilà, ça, c'est pour tous les pactes sombres. Hein. Parce qu'en fait, je voulais arriver. Il faut que je vous parle du bestiaire quand même, parce qu'en fait, dans ce petit bouquin, on a un bestiaire aussi. Hein. On va vous expliquer effectivement, vous voyez, en gros, un monstre niveau 1 à 10, bah voilà, il a tant de points de vie et il inflige tant de points de dégâts. Après, vous avez effectivement, s'il a une armure, s'il a une habilité, etc. Mais on distingue, on a décrit, en fait, dans le bouquin, pas mal d'horreurs que vous allez pouvoir affronter, genre des aberrations. Vous avez un premier-né, des légionnaires fantômes. Alors, à chaque fois, donc, ils vont pouvoir actionner des compétences spéciales, vous voyez, ils en ont quand même pas mal, des bêtes géantes, etc., etc., des golems. Donc on a quand même un certain nombre d'ennemis à vous proposer, déjà, pour commencer. Alors on vous invite à en créer d'autres, hein, parce que, voilà, mais déjà, vous avez déjà de quoi peupler votre monde et de quoi faire affronter euh, les... de quoi, effectivement, affronter vos personnages joueurs. Vous avez aussi des, voyez, encore des étapes. Qu'est-ce qu'on trouve sur un corps une fois que vous l'avez buté? Alors, vous pouvez trouver des objets, mais vous pouvez aussi trouver, par exemple, ce qu'on appelle le job du boucher. Hein, genre, vous allez prendre, je ne sais pas, vous lancez un des 10, par exemple, vous allez trouver, je ne sais pas, un cerveau qui est, dont le prince de la couronne recherche. Alors, vous n'allez pas lancer ça sur tous les monstres, hein, mais de temps en temps, et simplement un cerveau que le prince de la couronne recherche, eh ben, rien qu'en vous disant ça, je peux voir déjà plusieurs axes d'aventure pour la suite, et le jeu est fait que avec, effectivement, c'est un accélérateur d'imaginaire. Je me répète, hein, mais c'est vraiment ça. Voilà, et là, nous allons arriver à la partie de créer votre monde, et je trouve ça génial, moi. Alors, comme je le disais, le jeu ne vous propose pas un setting. Le jeu vous propose en fait de créer votre monde par morceaux, petit à petit. D'ailleurs, en fait, il faut peut-être même pas le créer effectivement d'un bloc, mais vous allez déjà créer un royaume, faire votre première partie là-dedans et voir ensuite comment ça va s'organiser pour la suite. Et là, tout est basé sur un tas de tables aléatoires. Alors, on va vous dire, par exemple, la loi et le chaos dans votre monde. Hein. Voilà, qui est l'antagoniste principal qui est lié aux forces de la loi. Ou alors les vilains, les méchants qui servent le chaos, par exemple. Et donc vous avez des tables aléatoires. Hein, alors c'est toujours pareil, je trouve qu'ils ont été vachement inspirés dans leur description. Hein. Par exemple, le vilain qui sert le chaos dans votre monde, c'est un ancien monarque qui a été tiré... qui a été ramené des morts. On va vous dire, bah oui, bon, c'est un mort-vivant qui est décrit. Ouais, mais il a été ramené des morts. Donc, par qui il a été ramené? Pourquoi? Vous voyez ce genre de choses. Déjà, vous pouvez broder là-dessus. À quoi ressemblent les troupes de la loi? À quoi ressemblent les troupes du chaos? Des légions arachnides, par exemple, avec des plates-mails, des scorpions qui sont en plate. Vous avez effectivement, après, alors on vous dit, par exemple, vous prenez une feuille blanche et vous notez, en fait, les places que vous aimeriez voir dans votre monde. Donc, une cité interdite, des bandes de mercenaires, la terre des pyramides noires. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, vous allez en mettre deux, trois, comme ça. Et pour chacun, après, vous allez tirer la situation politique, l'attitude par rapport à la loi ou le chaos, et... au top, effectivement, de la lutte entre les forces de la loi, qu'est-ce que vous avez? Vous avez éventuellement des calamités. Alors, quelles sont les calamités qui peuvent s'abattre sur votre monde? Voilà, des désastres naturels, des pestes, les événements politiques aussi. Vous allez lancer, par exemple, votre royaume
un événement politique, par exemple une guerre civile, ou alors des révoltes d'esclaves, etc. Et vous avez plein de choses comme ça, avec, vous voyez, bon, alors quand je vous parlais des cités interdites, bah, vous avez un D6, et vous allez avoir en fait une description un peu plus précise. Alors, c'est qu'une phrase, hein, mais qui va vous aider à créer cette cité interdite. Et ça, vous l'avez effectivement sur tous les trucs, vous voyez, un certain, quand même, un certain nombre. Et ça, une théocratie, l'empire de poussière, la cité des voleurs, etc., etc. Là, on vous dit bah, la balance, hein, parce que la balance, entre la loi et le chaos, on oublie souvent la balance, mais là, la balance, où se trouve-t-elle? Dans un temple souterrain, etc. Et la fin du jeu, en fait, oui, enfin, on vous dit à un moment donné, bah, si vos personnages ont des dons de la loi et du chaos, à un moment donné, il va falloir choisir sa place, et vous allez perdre tous les dons opposés au chemin que vous avez décidé de prendre. Hein, un peu comme Elric à la fin des temps, ce genre de choses. Quoi. Donc là, tout ça, c'est pour un peu se remettre effectivement dans ces ambiances. Quoi. En plus des royaumes, vous avez pour créer votre ville, vous voyez, donc pareil, avec des tables aléatoires, la cité est connue comme, euh, voilà, avec un, un volcan gelé au-dessus d'elle, par exemple. Euh, Faite entièrement de métal, vous voyez, tout de suite, vous avez une ville faite entièrement de métal. Là, ne me dites pas que vous la visualisez pas. Tout de suite, vous avez des idées de ce que vous allez pouvoir faire. Ce qui peut arriver dans vos voyages, vous voyez, on a vraiment énormément de trucs. Et là, on arrive ensuite, voilà. Donc ça, c'était pour le world building, parce qu'ensuite, on a quand même encore un tas de trucs. Hein. On a des idées d'aventure, on a même un scénario. Vous vous rendez compte que dans 100 pages aussi petit, on a un scénar. Et au top de tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a les appendices. Alors, les appendices, c'est quelque chose qui, en général, je ne le lis jamais. Et là, effectivement, pourquoi je ne lis pas? Parce que c'est relativement redondant, pas très inspiré en général. Et ici, là, vous avez un tas de trucs. Vous avez encore un tas de trucs. Vous avez énormément de choses. C'est comment vous faites le jeu, comment diriger le jeu, très intéressant. Hein, faire le combat, faire pendant une session, comment diriger le jeu, comment conduire votre partie, que faire après une session. Donc ça, c'est tous des conseils, enfin des idées développées, pas forcément des conseils. Il y en a qui le prennent mal quand on dit je vais vous donner un conseil. Simplement, en fait, des propositions. Euh, Euh, les conseils des grands anciens. Les grands anciens, en l'occurrence, ce sont les auteurs Howard, Moorcock, Leiber, Anderson. Les deux-là, je ne les connais pas. Euh, vous avez même une petite règle pour faire du solo. Alors là, on va pas. Vous voyez, ça se tient sur 2 pages. Hein, ne vous attendez pas à avoir une règle extraordinaire, hein, vachement fouillée. Non. Mais des idées pour vous permettre de jouer en solo dans Black Sword Hack. La bibliographie, ça c'est classique. Et un truc vachement marrant, il faut que j'essaye. En fait, le générateur de plot, euh, de but, d'aventure, j'ai plus le mot de traduction. Bon, vous prenez un bouquin que vous aimez bien, et puis vous allez chercher quelques mots là-dedans, et on vous explique comment faire, et ça va vous donner en fait le titre de votre aventure, et tout de suite, effectivement, pour démarrer là-dessus. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, vous allez encore pouvoir ajouter des choses, des règles optionnelles éventuellement. Enfin, c'est pas des règles optionnelles, c'est des options que vous pouvez mettre. Hein. L'oracle des dieux anciens. Hein. Qu'est-ce qu'il va vous dire celui-là? Ouais, c'est pour que les aventures de votre personnage soient un peu différentes et prennent des directions inattendues. Vous avez le dé d'usage cosmique. Hein. Ça va déterminer la fin du monde, effectivement, la fin du monde dans lequel vous jouez, parce qu'on est dans du dark fantasy, et donc quelque part vous êtes dans un monde en fait plus ou moins au milieu d'une guerre entre la loi et le chaos qui va s'effondrer d'un côté ou de l'autre, ou de s'effondrer complètement d'ailleurs, et ça va être réglé par le dé d'usage cosmique. Et vous avez à la fin, et j'adore cette petite carte qui est vraiment très chouette, un exemple de monde créé avec tout ce qu'on vient de dire avant. Hein, vous retrouvez l'empire de poussière, par exemple, et vous avez donc le monde, les nations, les armes runiques. Hein, donc on vous crée quelques armes runiques, par exemple, et vous les insérez dans votre monde. Et voilà. Donc rien que ça, vous avez un tout petit monde avec une carte, de quoi démarrer avec différentes nations, avec effectivement 2 armes runiques, et là vous avez de quoi démarrer dans un monde. Alors moi je vous encourage à faire le vôtre, hein, parce que c'est vachement plus sympa.
Et à la fin, on va terminer encore par des appendices et encore des choses. Les créatures impossibles, de quoi créer des monstres, hein, des plans de l'existence, voilà, avec des portails, où est-ce que le portail mène, qu'est-ce que vous avez besoin pour revenir une fois que vous avez franchi ce portail, vous avez... Donc ça, c'est pareil, c'est des accélérateurs d'imaginaire, je trouve. Voilà, et là on arrive à la fin, avec bon, les noms par origine, si vous voulez, la feuille de personnage, et la fin du Black Sword Hack d'Alexandre Kobayashi et des Murray Mushman. Alors, que penser du Black Sword Hack? Bon, je suppose que j'ai été assez enthousiaste pour vous dire que j'aime beaucoup ce petit opuscule, parce qu'il y a énormément de trucs dedans, hein, sous un, un format qui ne paye pas de mine. Vous pourriez passer à côté, mais franchement, qui est rempli de trucs. C'est vraiment très bien. Chaque page, alors j'exagère à peine, et va stimuler votre imaginaire. C'est très inspirant. Hein. En tout cas, si vous aimez un peu la dark fantasy, et que je pense qu'il faut avoir quand même une petite culture de lecture derrière au niveau de la dark fantasy pour pouvoir apprécier à sa juste valeur le Black Sword Hack. Hein. C'est pas condescendant ce que je dis. Je pense que vraiment il faut avoir une petite, avoir déjà lu des trucs sur de dark fantasy pour pouvoir vraiment en profiter. Les règles sont simples. Alors il faut aimer les règles minimalistes. Hein. Si vous aimez les règles avec plein de détails, des compétences, etc., le jeu n'est pas pour vous, clairement pas. Parce qu'en fait, le Black Sword Hack, avec seulement des petites règles, mais des petites règles assez comment dire, euh, je ne trouve plus mes mots, des règles alors minimalistes, inspirées, qui sont élégantes, vont vous permettre de simuler, de simuler des aventures dans des mondes sombres. En tout cas, moi j'aime beaucoup le world building, c'est sa grosse force, je trouve. Toutes les tables de création sont vachement bien foutues, avec des termes bien choisis. Pareil, les termes au niveau des origines de votre personnage, les termes sont vraiment... Alors, en une phrase, hein, mais il a fallu quand même les choisir, à mon avis, quand ils ont fait ça, je pense qu'ils devaient avoir une liste, et puis ils se sont fait leur liste, ils en ont choisi une vingtaine de chaque, et ils ont choisi les plus inspirantes, et c'est vachement bien pour rentrer dans votre personnage au moment de la création, car sinon, effectivement, il n'a que quelques caractéristiques, il a 6 caractéristiques, et en gros, c'est tout. Le dé, alors comme je disais, avec quelques idées, c'est vraiment très sympa. Le dé de Doom, qui est un dé de ressources qui est qui peut tout changer, le fait de pouvoir attaquer 2 fois, etc. Mais ça a des conséquences. Le fait de pouvoir appliquer des effets à vos attaques, mais avec des conséquences ou pas, ça dépend du résultat du Doom, donc un peu de ces puissances qui sont au-dessous de vous et qui vous regardent. Et tout ça fait que tout ça mélangé, c'est vachement cohérent, c'est très simple à lire. Et c'est très inspirant à la fois. Alors effectivement, c'est un jeu en anglais. C'est un peu dommage que d'ailleurs les Merry Mushman ne font pas leur production en français. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais bien aimé le voir en français, car il aurait certainement beaucoup plus de succès. Mais en tout cas, c'est un anglais accessible, donc très facile à comprendre. Donc l'anglais pour moi ne doit pas être vraiment un frein. Hein. Bon, à moins que vous ayez aucune notion. Là. Dans ce cas-là, c'est un petit problème quand même. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Moi, j'aime beaucoup aimé la lecture du Black Sword Hack, Ultimate Chaos Edition, de Alexandre Kobayashi. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir ce petit jeu qui est vraiment... Alors, j'ai pas l'ambition de vous le faire découvrir parce qu'il y a eu d'autres vidéos qui en parlent, d'autres sujets qui en parlent, mais à ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura donné l'envie d'aller voir un peu plus loin dans ce jeu, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup d'y plonger. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir regardé, et je vous souhaite de bons jeux, de bonnes parties, et portez-vous bien, merci, et à bientôt.